Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà pour 90 autres minutes d'informations utiles afin de vous permettre d'aborder cette journée avec le maximum de bonnes vibrations. Bienvenue dans Matin Bonheur, je suis Nessie. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous mesdames et messieurs, merci. C'est un grand plaisir. C'est le 4e jour ouvré bien sûr de la semaine pour Matin Bonheur. Et les jeudis, vous savez, c'est santé. Au niveau santé, on aura bien sûr un thème assez important en matière donc, de gynécologie, obstétrique avec docteur Madi Djibril. On parlera donc de l'absence de menstrues chez les jeunes filles. Docteur Djibril Madi sera là pour nous éclairer sans oublier la capsule diététique. Nessie aujourd'hui est allée quelque part pour concocter un plat délicieux et comme d'habitude, elle a mangé seule sans inviter ses amis et on commence à remarquer ça et ça nous fait très mal. Elle sera donc amendée. Mais sinon, l'amende également, ce sera pour faire en sorte que l'émission soit digeste et fluide comme le menu que Nessie va nous proposer. Effectivement, j'ai quelque chose d'assez particulier à vous proposer dans la capsule diététique, mais malheureusement, vous n'avez pas eu la chance que j'ai eu de tester le plat de notre diététicien maison, Jules Kwasi, qui est de retour. Et Fatim Djedje également est de la partie Marco. Oui, elle aussi, elle n'a pas goûté, mais bon, elle est bonne joueuse, elle est avec nous pour naturellement nous proposer les principales manchettes de la presse en Côte d'Ivoire. Fatim, bonjour, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour à tous. Nous sommes donc le 18 janvier 2018 et alors prenons connaissance des titres de ce jour. Et on va démarrer avec Fraternité Matin qui revient comme chaque jeudi sur le Conseil des ministres de la veille. Et on apprend que 3 mesures pour réduire les risques d'incendie de marché ont donc été arrêtées. Et au sujet, pour avoir un peu de sport, au sujet du match Côte d'Ivoire-Zambie de la CHAN 2018, eh bien les éléphants. Le match du rachat, s'interroge donc le journal gouvernemental. Et au sujet de la lutte contre la drogue, eh bien on apprend que plus de 500 millions de francs CFA de cocaïne ont été saisis. Allez, la une suivante, c'est celle du jour qui va se présenter. À l'instant, la voici, et qui titre « Crise au FPI, procès en assises ». Lida Kwasi affirme donc « On m'a limogé du gouvernement pour n'avoir pas tué Ouattara. Au FPI, on se torpille trop, j'ai été jugé à l'Ivoire ». Au sujet du parti unifié, eh bien, tous les regards tournés vers les présidents Bédié et Ouattara. À la une du Patriote, c'est le procès que suit toute la Côte d'Ivoire. Gbagbo, Blé Goudé. On apprend que le professeur Irène Yapo-Été, qui est médecin légiste, affirme donc que des victimes d'Abobo ont été tuées par des obus. Et au sujet de l'annexe fiscale 2018 qui fait beaucoup débat ces temps-ci, l'augmentation des impôts et taxes, la mesure a été suspendue. Les articles polémiques, bientôt rediscutés, nous dit donc la une du journal. Notre voix maintenant. Le journal de l'opposition s'intéresse aussi à ce procès. Il titre « Bensouda et l'accusation aux abois ». Le dernier témoin dévoile le complot du pouvoir. Et depuis La Haye, on a Blé Goudé qui revient sur son arrestation au Ghana. Soir Info maintenant, titre « Rumeur de déstabilisation ». Plusieurs individus arrêtés et transférés à la DST. Des documents compromettants saisis sur eux. Reprise du procès à la CPI hier, donc ce que Blé Goudé dit de Compaoré et de Simone Gbagbo. Et on va finir avec la une de l'Inter qui propose une interview exclusive de l'ex-DG de l'INSAC avant son retour d'exil aujourd'hui même. Tirbus Kofi se lâche des vérités au PDCI, RDA, des révélations sur ses rencontres avec Ouattara et Soro. Et tout autre sujet, celui des transports aériens, on apprend qu'une nouvelle taxe sur les billets d'avion arrive. Bon voyage à tous. Allez, à tout à l'heure, 6h45. Merci Fatim. Merci Fatim. Marco, vous imaginez le jour où ils vont taxer mon sourire? Ah oui, là, franchement, on aura une annexe fiscale de sourire. De sourire. Alors, Fatim Djedje qu'on va retrouver dans quelques instants pour la revue de presse. Mais pour l'heure, si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de gym, voilà la gym pour vous. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Bienvenue à votre émission de sport. Alors, je suis coach Kadi et vous avez à ma droite coach Armand. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une série d'exercices beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a l'habitude de faire.
J'ai essayé de penser en fait à une séquence d'exercices pour des gens qui n'ont pas trop le temps le matin. Donc, nous, on a juste 5 minutes en fait le matin. Donc, essayez de vous présenter des exercices qui sont dynamiques, quand même assez efficaces pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, on va commencer juste par des grands mouvements de bras circulaires. On va échauffer le haut du corps. Tranquillement. On va changer de sens. On ouvre. On respire. Excellent. On va garder nos jambes écartées. On va fléchir un genou. On va pousser le bassin vers l'arrière. On va étirer l'intérieur des cuisses. On revient dans le milieu. On change de côté, on descend. On pousse le bassin vers l'arrière. Encore et on revient. On essaye de descendre et de maintenir la position sans bouger. Et on revient. Encore une fois, on descend. On revient, une dernière de chaque côté. C'est parti. On descend, pousse le bassin vers l'arrière. On ramène. Une dernière de l'autre côté, on pousse le bassin vers l'arrière. Et on revient. Vous allez revenir. Vous allez courir tout doucement sur place. On va tout imaginer qu'on a une corde à sauter. On veut sauter les deux jambes ensemble. Excellent. Et on relâche. Parfait. Alors, premier exercice, on a notre tapis au sol. On va garder les jambes écartées à la largeur des épaules. On va descendre, on va emmener les mains au sol. On va avancer, on veut aller le plus loin qu'on peut. Ici, on va emmener la jambe droite à la main droite et on va tourner du côté de la jambe et on revient. On reste toujours en position planche, on change de côté. Alors, vous avez les abdos qui travaillent, vous avez les bras, les épaules qui travaillent et on ramène et vous avez vos jambes, qui travaillent. On lève les bras vers le plafond, on en fait deux autres. On descend, on avance, on va le plus loin qu'on peut, jambe droite, main droite, et on tourne. On revient, jambe gauche, main gauche, et on tourne. Et on revient, on ramène les mains vers les jambes. Une petite dernière. Pour les débutants, vous allez juste descendre. Vous allez m'emmener un genou au sol et on garde un genou au sol. On emmène la main, on ouvre, on revient, on ramène le genou et on change. On lève, on revient. On ramène nos mains et on se lève, bras vers le plafond. Excellent. Premier exercice. Deuxième exercice, encore un peu plus dynamique, on va faire des squats sautés. Donc, pour tous ceux qui n'arrivent pas à sauter parce qu'ils ont mal aux genoux, parce qu'ils ont mal aux articulations, je vais vous donner l'option d'aller sur la pointe des pieds. Donc, ça donne ceci. 1, pointe. 1, pointe. Sinon, et on saute. Hop, hop, hop. Encore. On essaye de garder le poids toujours sur les talons. Encore, pointe. Encore 3 autres. 2, une dernière, excellent. Et on récupère. On va revenir au sol. On va faire la même chose que notre premier exercice, mais cette fois-ci en emmenant les jambes vers l'arrière. Bras vers le plafond. On descend. On allonge. Une jambe, l'autre jambe. Jambe gauche, main gauche, on tourne. On revient. Jambe droite, main droite, on tourne. Et cette fois, ce sont les jambes qu'on va ramener vers les mains. Et on remonte. Encore une autre. On descend. On allonge. Jambe gauche, main gauche, on tourne. Jambe droite, main droite, on tourne. Et on ramène les jambes. Une petite dernière. On descend. Jambe gauche, main gauche, on tourne. On revient, on change, on revient et on ramène les jambes.
excellent. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. En tout cas, nous, on a eu chaud. J'espère que vous avez eu chaud aussi. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Allez, demain, toujours avec le même plaisir. Coach Kadi, merci pour les mouvements. Merci aussi à ceux qui suivent, hein, qui prennent ça comme un réflexe maintenant. Parce qu'à 6 h chaque matin, quand il y a Matin Bonheur, c'est la gym. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le jeudi 18 janvier 2018. C'est une affaire de 18, hein, oui, ici. 18. 18, vous 18. Imaginez si à la fin de cette émission, Marco mettait 18 000 dans mes poches, ce serait pas mal. 18 000. Ou plus de 18 000. 18 000 naira. Comme ça, ou bien franc guinéen, on ne sait jamais. C'est bon aussi. Dollar gambien, par exemple. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Parlons justement d'argent et puis surtout de productivité. Je vous emmène maintenant tout droit du côté du Maroc, un grand pays très ami à la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de son agriculture. C'est un véritable modèle à copier. Regardez. À vol d'oiseau, l'on est tenté de se demander comment le Maroc arrive à garantir l'autosuffisance alimentaire à ses populations, tellement la végétation présente un décor aride et désertique. Pourtant, ce pays, grâce à son abnégation au travail, a su se faire une place dans le cercle des pays émergents. La qualité de l'habitat et des infrastructures routières fait de lui un pays envié. Son secret, malgré le désert, le pays a accordé une place importante à l'agriculture. Dans le cadre de sa stratégie de développement agricole, l'État, en l'occurrence le département de l'agriculture, est impliqué, est fortement impliqué dans le développement régional. La preuve, c'est que la stratégie nationale appelée Plan Maroc Vert, lancée en 2009, a été déclinée en plan agricole régional. Et donc, c'est dans le cadre de la décentralisation. Avec l'arrivée du plan Maroc Vert, on a commencé à sensibiliser nos agriculteurs à l'utilisation efficace de cette ressource qui devient de plus en plus rare. Et avec le programme national d'économie d'eau, on est arrivé actuellement à une reconversion de presque 200 000 hectares au niveau national. Le Maroc fait partie des grands producteurs d'agrumes au monde avec plus de 2,5 millions de tonnes par an. La région des Rabas Salé-Kenitra, qui est une région essentiellement agricole, contribue à hauteur de 15% à la valeur ajoutée agricole au niveau national après la région de Casablanca. À Kenitra, poumon agricole du pays, deux activités principales occupent la population: l'agrumiculture et la riziculture. Nous sommes sur le secteur C1, il y a un autre secteur C4. Alors le secteur C1, il a une superficie de 1500 hectares de riz. Il est composé des coopératives agricoles de la réforme agraire. L'État, ça fait 3 années, il a donc entamé un contrat programme avec l'interprofession qui est représentée par les producteurs et par les associations, donc c'est les producteurs via les associations de producteurs, et avec les industriels via leur association qui les représente. Et tout ça, c'est pour former ce qu'on appelle une fédération interprofessionnelle. Si l'agriculture est autant développée au Maroc, c'est bien grâce à l'implication de l'État représenté dans chaque région par l'Office régional de mise en valeur agricole. Ces structures sont quotidiennement aux côtés des agriculteurs qui sont tous réunis en coopérative. Alors les variétés utilisées, le riz rond et le riz lent. Et le riz demi-lent. On a la variété Arpa, c'est le demi-lent, ou le rond. On a la variété Taïboné et Pantal. On a la variété Santoro et Brio. Voilà les variétés utilisées dans cette coopérative. Bien sûr, contractées avec 5 usines. On a 5 usines dans la région. L'une des clés du succès de l'agriculture marocaine, c'est l'irrigation. Des canaux d'irrigation allant des monts de l'Atlas au nord du pays ont été installés jusqu'au sud. Ce dispositif permet d'alimenter les plantations tout le long de l'année afin de faciliter la production agricole. Filtration de 125 microns avant de donner l'eau d'irrigation à l'agriculteur pour passer à la filtration. Non, la filtration qu'on fait, c'est la filtration juste pour filtrer les eaux qui ont été injectées par l'engrais. Implication de l'État dans le développement agricole. Paysans et planteurs réunis en coopérative, fêtières agricoles dynamiques
et introduction de la recherche dans le développement agricole. Autant d'initiatives qui ont favorisé le dynamisme de l'agriculture marocaine. Un exemple qui doit inspirer la Côte d'Ivoire qui bénéficie déjà d'un climat assez favorable à l'agriculture. Ben voilà, le succès de ce pays repose sur l'agriculture et la Côte d'Ivoire gagnerait à copier positivement les avancées technologiques de pays tels que le Maroc ou d'autres. Hein, oui, parce que la particularité, c'est qu'ils ont un sol normalement qui devrait être difficile, compte tenu du côté sec. Et puis voilà, il y a une certaine ingéniosité, mais je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, quand même, on est outillé. Et puis bon, c'est des expériences à partager. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. La coopération sud-sud entre les pays africains est très bonne. Je sens déjà qu'il y a beaucoup d'échanges déjà. Hein. C'est de notoriété publique que le Maroc et la Côte d'Ivoire sont très collés, serrés en ce moment dans bon nombre de domaines. Et c'est bon pour l'Afrique qui avance et qui gagne. C'est l'amour fou. Et en Côte d'Ivoire, celles qui ont pris le pouvoir en matière d'agriculture, ce sont les femmes gourous. Elles ont des coopératives très, très fortes. Et à leur tête, on a des femmes fortes également. Et vous, Marco, vous auriez préféré avoir qui comme responsable hiérarchique, une femme ou un homme? Votre préférence? Tant que c'est un être humain, ça va, c'est bon. Il se dédouane, le monsieur. Alors, les femmes doivent-elles avoir des postes de responsabilité? C'est le second reportage de votre matinale. 1995, la Côte d'Ivoire ratifie l'ensemble des dispositions et conventions internationales relatives à l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Plus de 20 ans plus tard, le bilan est mitigé. On voit des femmes à certains postes de responsabilité, des postes de ministres, d'ambassadeurs, des élus, des députés, des maires. On voit de nombreuses femmes qui ont de grands diplômes, mais il y a une grande majorité de femmes dans le secteur informel. Et ces femmes-là, quand on part en pourcentage, on se dit qu'il y a beaucoup à faire. En 1999, par exemple, nous n'avions pas de femmes présidentes d'institutions en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a une. Nous avons, dans les premières législatures, que 3 femmes députées en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a environ 30. Environ 11% de femmes sont représentées à l'Assemblée nationale. Et donc, nous pouvons dire qu'il y a une évolution. Mais, si nous voulons parler d'équité dans la participation des femmes en politique, ou alors dans les sphères des décisions, on pourrait dire que nous sommes loin du compte. Encore peu représentées dans les instances de décision, mal scolarisées, victimes de la subordination. Pourtant, la volonté de participer à la vie de la société ne manque pas. Moi, je vends un loco. J'ai fait 10 enfants avec mon mari. C'est avec un loco que j'ai pris pour aider mon mari jusqu'à... On a nourri tous ces 10 enfants. Aujourd'hui, il y a 7 qui travaillent. Même si elle n'a pas eu de travail dans son commerce, elle doit savoir calculer, faire les calculs. Donc la femme doit aller à l'école. C'est normal que la femme doit aller à l'école. Et aujourd'hui, femme peut être président comme femme peut être ministre. Une détermination qui se heurte bien souvent à des considérations culturelles, sociales et parfois même religieuses. Comment on peut confier un poste de responsabilité à une femme alors qu'il y a les hommes qui sont là? Ils ont le même diplôme. Pourquoi? Hein? Une femme est directrice. Même si elle a le même diplôme, il faut l'homme d'abord. Il y a des pays où, même quelle que soit l'expérience de la femme, on ne prend jamais une femme pour donner un poste de responsabilité. Le 21 novembre 2012, le Parlement ivoirien a voté un texte de loi qui fait de la femme l'égale de l'homme au sein du foyer. Malgré la volonté politique, la parité du genre est loin d'être une réalité. Et les femmes continuent de subir toutes sortes de violences. C'est vrai que la jeune fille, elle est scolarisée, mais elle sort du cursus le plus tôt possible. Et ça peut pas, ça n'arrange pas le genre. Ça, c'est comme, ça agresse quelque part les droits de la femme, puisqu'on ne lui permet pas de poursuivre ses études jusqu'au bout. Il y a certaines femmes mariées légalement, mais ne connaissant pas leurs droits légaux, ne savent même pas, en allant signer un contrat de mariage, qu'est-ce qui regorge ce contrat. Mais quand elles n'ont pas la chance et que ce mari décède, elles sont dépossédées. Parce que le système coutumier ne reconnaît pas le mariage civil. Malgré ce sombre tableau, on reste optimiste du côté des organisations de lutte pour les droits de la femme. Pour nous, l'autonomisation de la femme passe par la scolarisation de la jeune fille. Et en cela, nous remercions vraiment le chef de l'État
pour sa politique, la gratuité de l'école. Il faut dire que cette politique a amélioré le taux de la scolarisation de la jeune fille. Et vraiment, nous espérons que l'État va continuer sur cette lancée pour que la femme soit autonome. Comment faire en sorte que les femmes puissent être financées pour des projets dans des secteurs qui sont des secteurs réservés aux hommes, par exemple. Et donc, voilà un peu le combat que nous menons et nous espérons en tout cas que la puissance publique, c'est-à-dire les gouvernants, vont nous accompagner encore mieux. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 49% de la population, quasiment l'égal de l'homme sur le plan démographique, mais loin derrière lui lorsqu'il faut lui donner sa place dans la société. Excellentissime reportage donc, de Guillaume Zéré qui fait toujours des incursions comme ça dans tout ce qui nous touche au quotidien. Et franchement, concernant l'intervention du monsieur, là, comme on dit en anglais, speechless, sans commentaire, no commentaire. Et il y a quelque chose de très intéressant que je remarque aussi, c'est que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Les hommes? Parce que là, il a dit que 49%. Les femmes représentent 49% de la population. Donc ça veut dire que la polyandrie pourrait être acceptée. Vous voyez? Bon? Ça vient d'une femme, hein, mesdames et messieurs. C'est une femme qui parle. Mais au niveau de Matin Bonheur, nous, on a 2 réalisatrices, on a une animatrice, on a une dame qui s'occupe de la revue de presse. Et dans le bureau, vraiment, les hommes sont minoritaires. On a la rédactrice en chef. C'est la RTI, non, je parle déjà de notre équipe déjà à Matin Bonheur. Donc voilà quoi. Mais Abbas, lui, il est de notre avis, il n'est pas du tout d'accord. Pourquoi? On saura ça tout de suite, juste après le point route qui commence maintenant. Alors on est ici aujourd'hui, on a 5 axes normalement à vous proposer. Normalement, on commence avec le boulevard Latry. Abbas, il est sur le plateau avec nous. Hein. Ce matin, vous avez emprunté quelle voie? Celle-là? La route qu'il a empruntée n'est pas homologuée. Donc, allez là, donc on voit fluidité. Ça va, c'est fluide. Voilà, c'est fluide. Deuxième axe, Christelle Akoussa, le boulevard Lagunet au pied des gratte-ciel du petit Manhattan qui est Abidjan. Avec, voilà, ça commence tout doucement, c'est le jeudi. Chacun prend son élan pour le week-end. On y va, troisième axe. Troisième axe. Toujours au plateau, à la frontière. Voilà, donc tout doucement au pont de Gaulle, tout doucement, ça commence à se remplir. Hein. Peu à peu, on se rend compte que de plus en plus, la population sort plus tôt. C'est bon signe. La Côte d'Ivoire se réveille tôt, pas seulement dans nos contrées éloignées, mais aussi à Abidjan. Trècheville nous dit bonjour avec une circulation un peu tiède pour le moment. Un endroit très important pour les agents de la RTI parce que dans quelques minutes seulement, on sera de ce côté-ci d'Abidjan pour rendre un hommage donc, à une personne qui nous est très chère dans cette maison. Allez, on va passer à un autre axe, cette fois, l'échangeur. L'échangeur qui en ce moment n'échange pas du tout parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. C'est lent, voilà, c'est lent, c'est timide. Donc on espère que vous prenez votre temps, vous êtes prêts à vous préparer à sortir de chez vous. On continue. Alors, mesdames et messieurs, voici un grand moment d'ingratitude que nous vous proposons. Un grand moment d'ingratitude. Je me suis retenu longtemps. Juste avant, merci Christelle Akoussa de nous ramener donc à Koumassi avec une vue sur le château d'eau en partance de l'aéroport. Si vous venez donc à Marcory, c'est fluide pour le moment avec l'inévitable camion qui passe chaque matin lorsqu'on est dans le point route. Alors, je disais, un grand moment d'ingratitude. Chaque jeudi, c'est comme ça. Franchement, elle part dans sa cuisine, elle concocte le repas, elle mange seule. Alors que nous sommes une équipe, nous sommes censés être une famille solidaire. Il y a Christelle Akoussa, la réalisatrice. Il y a Kadi Fadiga, il y a Marcelin Gouvoy, le co-animateur. Et pourtant, elle mange toujours seule. Elle, c'est Nessie dans la rubrique diététique. Regardez. Bienvenue à tous, c'est la rubrique diététique de Matin Bonheur et Jules Kouassi, notre nutritionniste, est avec nous depuis le début de l'année. On ne l'a pas vu, mais il est de retour avec ses recettes saines. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur, comment ça va? Ça va super bien. Et vous? Ben, ça va très bien. Bonne année. Meilleurs vœux. Alors, 2018 s'annonce bien. Hein? Effectivement, 2018 s'annonce bien avec toutes les recettes que nous allons présenter aujourd'hui pour une année meilleure. Je souhaite à toute la population ivoirienne et ailleurs, meilleurs vœux, santé, paix et cette année.
Amen. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous Aujourd'hui, on a une recette simple, facile à faire, qu'on appelle la salade light. La salade light. Voilà. Light, c'est léger. Ben, c'est léger, c'est simple, c'est digeste. Alors, pour commencer, on aura de l'huile. D'accord. La sauce soja, concombre, carottes, germes de légumineuses, ça peut être des germes de soja, ça peut être des germes de haricots, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des germes de haricots mongo. De haricots mongo. Oui, le haricot mongo, c'est ce qu'on découvre dans nos marchés, qui sont des petits, qu'on appelle soja vert. Mais ce n'est pas du soja, c'est ce qu'on appelle le haricot mongo. On les trouve un peu partout. Et là, on a des tomates. D'accord. Donc, on va commencer par quoi? La première étape. On va commencer à râper la carotte. Alors, les carottes sont râpées. Pour ceux qui veulent, on peut les râper grossièrement, comme les râper finement. Cela dépend du goût et de l'appréciation de chacun. Vous savez que les carottes sont remplies de vitamine A, qui est bien pour les yeux, bien pour la peau, surtout pour ceux qui veulent, ou celles qui veulent avoir une peau éclatante, une belle peau, et puis bien voir. On va passer à la tomate. Qu'on va découper en rondelles. En rondelles. Voilà. On ajoute à cette salade light des tomates. Vous connaissez les tomates, on l'utilise beaucoup dans nos préparations culinaires. Je voulais prévenir les hommes que la tomate est très bien pour tout ce qui est problème de prostatite. Voilà, la tomate lutte contre la prostatite. Elle est aussi bien pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une bonne santé sur le plan cardiovasculaire, cholestérol, etc. Donc tout le monde alors? Tout le monde, oui. On va couper le concombre en rondelles aussi. Alors, cette salade, elle est un peu spéciale. C'est pourquoi j'ai parlé de salade light. On a la sauce soja. On va prendre une cuillère à soupe. On l'achète comme ça, la sauce soja? Oui. Il faut ajouter les germes de soja. Les germes de soja. On ajoute... Donc, on les trouve en grande surface, vous avez dit? On les trouve partout. On peut le faire à la maison en trempant des légumineuses. Ça peut être du soja, ça peut être le haricot sec, ça peut être rouge ou blanc et vert. On les laisse tremper pendant 3 à 4 jours, vous allez voir que les grains vont pousser et c'est les mêmes germes qu'on retrouve ici. Ah, c'est très bien pour la santé, ça lutte contre le diabète parce que vous savez que tout ce qui est légumineuse est très efficace, guérit le diabète, surtout les germes, c'est aussi bien pour tout ce qui est obésité. N'oubliez pas d'en consommer presque tous les jours, c'est important. Donc vous prenez une cuillère à soupe de sauce soja. On peut remplacer la sauce soja ou pour cette recette, il faut forcément... Non, il faut ça. C'est adapté. Voilà. On arrose. Voilà. Une cuillère à soupe d'huile. Peu importe l'huile, ça peut être l'huile de palme, l'huile de soja. Toutes les huiles végétales sont bonnes. Voilà. D'accord. Alors, ici, notre salade est prête. Nous allons servir. Voilà, on a terminé. Bien sûr, notre salade light est prête. Alors, cette salade light est destinée à toute personne, qu'elle soit en bonne santé, ayant le diabète, obésité, cholestérol, toutes les maladies cardiovasculaires. Cette recette adaptée à ces personnes-là, tout le monde peut manger et je pense que c'est très bien. Alors, on va goûter. D'accord, elle est bonne. Elle est bonne, voilà. Et tu vas sentir un peu la sauce soja qui est vraiment bien pour la santé aussi. D'accord. Alors, on va tester. Oui. J'avoue que j'ai jamais goûté de sauce soja. Ah, comment tu trouves? Un petit goût quoi?
C'est vraiment léger, c'est pas acidulé. Voilà. C'est pas aigre. C'est doux. C'est doux, c'est léger. Et la sauce soja est très bonne. Hein? Je l'appréhendais un peu. Mais là, c'est bon, ça passe. Voilà. Et on ne sent pas l'huile. On ne sent pas du tout l'huile. Voilà. Donc, voilà. J'invite Marco. On se retrouve cette année pour déguster les différents plats que nous allons présenter à Matin Bonheur, n'est-ce pas? Et on va retrouver Eva. Oui, Eva aussi. Pour lui faire le plat. Effectivement. Oui. On va le faire chez vous et on va vous présenter des plats. Ça, je promets ça à tous les amis de la télévision. Merci beaucoup. Allez, on vous dit au revoir. Allez, bien manger. Ça fait du bien. Alors, je peux vous l'assurer que c'était vraiment délicieux et léger. Paroles. C'est un plat qu'on peut déguster sans se Que des promesses. promesses. On va aller, vous allez manger depuis là. Ça fait 2 saisons maintenant. Rien sur la table. Alors, Abbas, comment vous trouvez cette ingratitude? Non, moi, c'est franchement, Maslin. Au début, quand tu parlais d'elle, ça m'énervait, mais maintenant, je vois la méchanceté. C'est vrai. Parce que le monsieur même qui est à côté, regarde comment il souffrait. Tu as coupé tomates et concombre pour manger. Qui découpait? C'est toi. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Il y a un sujet, tout à l'heure, le sujet là. Oui, tout à l'heure, le sujet là, les femmes posent de responsabilité. On a vu le monsieur qui était fâché. Jonas, il s'appelle Jonas, c'est son nom, c'est Jonas. Oui, il dit c'est pas possible, une femme ne doit pas avoir un poste de responsabilité. Mais il a raison. En 2018. Devant les hommes. Il a raison. Regarde par exemple. Diplôme égal, salaire égal, chance égale. Matin Bonheur, émission bien aimée de tout le monde. Oui. Qui est la réalisatrice? Il y a 2 réalisatrices. Mais c'est laquelle qu'elle a aujourd'hui? Christelle. Elle a combien d'enfants? Qui fait son petit déjeuner de l'enfant? Actuellement, elle est là depuis 4 h du matin. Passons quand même. Mais le père? Ah bon? Bah oui. En plus d'aller chercher l'argent. Elle aussi cherche l'argent. C'est chercher l'argent, appuyer le bouton pour dire non, mais à gauche, mais à droite. Oui, elle est payée pour ça. Non, il y a travail, elle doit être au marché. Quand elle finit, elle va le remplacer. Donc là, il est à la maison en ce moment, il s'occupe des enfants. D'accord. Ok, voilà, c'était un avant-goût donc du JT décalé très sérieux du sieur Abbas. Mention spéciale à Abbas, hein, on sourit comme ça, mais franchement, ça n'a pas été évident pour lui. Elle a été victime d'un grave accident, mais cela ne l'empêche pas d'être là aujourd'hui à votre service. Et vraiment, on est très heureux que vous ayez pu vous en sortir. Allez, le journal avec Hamza Diaby, qu'on a toujours la chance d'avoir avec nous pour le journal. Et on se retrouve juste après pour le JT décalé. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement calme dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Les vents seront secs, quoique légèrement atténués par les vents humides. À l'ouest du pays, tôt le matin, de fortes réductions de visibilité s'observeront suite à la bonne entrée d'air humide dans cette zone. Ailleurs, dans le sud forestier et le littoral, on aura également des réductions de visibilité suite à du brouillard. Et au fil des heures, quelques nuages se formeront dans le ciel avec des risques de faibles averses. Côté température, on notera 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa. Korogo affichera 23 degrés, 20 degrés à Mans, 21 degrés à Odiene, 27 à San Pedro, 26 à Sassandra, 25 degrés à Tabou et 24 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, l'humidité se stabilisera sur les régions littorales et sud-forestières. L'on observera de nombreuses formations nuageuses sur ces régions du sud. De faibles risques de pluie pourront s'observer dans ces zones. Côté température, on notera 31 degrés à Abidjan, 31 également à Diaké, 35 degrés à Bondoukou et Boaké, 34 degrés à Daloa. Dimbokro affichera 35 degrés, 34 degrés à Gagnoa. À Korogo, on notera 35 degrés, 34 degrés à Mans, 35 à Odiene. San Pedro affichera 31 degrés, 30 degrés à Sassandra et Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où a eu lieu un conseil des ministres hier mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de la rencontre, d'importantes mesures, notamment générales et individuelles, ont été prises. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Au titre des mesures adoptées par le Conseil des ministres ce mercredi 17 janvier sous la présidence du chef de l'État, il y a la modification de l'ordonnance qui fait obligation depuis 2013 au Premier ministre, aux ministres, au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'institutions, aux élus, aux gouverneurs de déclarer leur patrimoine dans un délai fixé. Le président de la République étant, lui, déjà soumis à cette obligation par la loi. Le Conseil des ministres a décidé d'allonger la liste des personnalités assujetties à cette obligation. L'objectif ici, c'était de modifier la loi déjà, de façon à ce qu'elle s'adapte à notre Constitution. Puisque la loi précédente avait été prise en septembre 2013, donc avant la nouvelle Constitution. Et vous n'ignorez pas qu'en septembre 2013, il n'y avait pas encore de vice-président, par exemple. Cette ordonnance permet justement d'inclure le vice-président. Et puis, il y a certains métiers, membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, etc., qui n'avaient pas été mentionnés clairement dans les textes précédents. Donc, tout cela vont être mis dans la liste, donc mise à jour. Mais tout ça démontre surtout la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer la lutte contre la corruption. Si les professions de manutentionnaires portuaires et de consignataires maritimes dans les ports d'Abidjan et de San Pedro peuvent être en partie une alternative au chômage, le Conseil des ministres a affiché sa détermination à favoriser un large accès à ces professions aux nationaux ivoiriens. Cette présence se fera principalement à travers l'obligation désormais pour les entreprises concernées de détenir 75% d'actionnaires ivoiriens. Cela n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, c'est clairement une nouveauté et cela va sans aucun doute permettre aux Ivoiriens d'être présents plus fortement dans ces métiers-là. Le Conseil a en outre rendu public les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination au poste de directeur dans l'administration douanière et à la direction générale du budget et des finances et au poste de directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Est nommé directeur général de la société d'État dénommée Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Adama Benoît. Le Conseil s'est penché aussi sur la situation des commerçants sinistrés suite aux incendies des marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro. Et au regard de la récurrence des incendies de marchés, le Conseil envisage des mesures palliatives. Au total, 400 commerçants déclarés victimes ont été enregistrés à ce jour, 340 à Bangourou et une soixantaine à Yamoussoukro. Ces deux incendies qui ont partiellement ravagé les marchés visités ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements du système sécuritaire, notamment la défaillance des équipements de lutte contre les incendies et de secours sur ces marchés. Aussi, en vue de prévenir ce type de sinistre et d'y apporter des réponses durables, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, dont l'organisation avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés de notre pays, en vue d'identifier justement les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et sur les équipements à mettre en place pour réduire ces risques. Le Conseil a été informé de la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah, le lundi 22 janvier à Monrovia. Le Conseil a aussi été informé de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République qui se déroulera le 25 janvier au Palais présidentiel.
Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris hier mercredi à la Cour pénale internationale. Le dernier témoin du bureau du procureur est professeur Hélène Yapo Été, agrégée en médecine légale. Elle fait partie du groupe de médecins légistes qui ont autopsié des corps de la crise post-électorale 2010-2011. Le récit de Gabriel Zani. Pendu depuis décembre 2017, le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce mercredi à La Haye avec l'audition d'Hélène Yapo Été, médecin légiste. Elle est intervenue dans ce procès pour expliquer les rapports légistes qu'elle a produits sur le corps des victimes lors des événements de la crise post-électorale. J'ai été requise pour effectuer des actes médico-légaux en matière de thanatologie sur toutes les victimes issues de la crise post-électorale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis lors des violences qui ont eu lieu dans le pays entre décembre 2010 et avril 2011. Des violences qui ont fait 3000 morts. C'est en janvier 2015 que les débats au fond dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont débuté avec le passage des témoins de l'accusation. De 138 témoins à charge annoncés au départ, la procureure de la CPI a pu interroger plus d'une cinquantaine. Ce médecin légiste est le dernier témoin de l'accusation contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Venons à présent à la première édition de l'African Digital Week, une plateforme de promotion des technologies modernes du numérique. Cette première édition a eu pour thème l'économie numérique. Quels impacts sur le développement des chaînes de valeur? Le reportage de Davis Oyo et Serge Coléa. Palais de la culture de Trècheville, salle Kodjo est bouclée. C'est ici que les amateurs et professionnels du numérique se sont donné rendez-vous dans le cadre de la première édition de l'African Digital Week. Pour eux, il s'agit d'échanger sur l'importance du numérique en Afrique. Les spécialistes du secteur de la digitalisation ont invité les entreprises ivoiriennes et africaines à intégrer le numérique dans leurs différents processus organisationnels. Ils les invitent surtout à faire de l'économie numérique un outil de développement des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays africains les plus en avance au niveau de la maturité numérique. Et ça valide l'ensemble des efforts qui ont été consentis par notre ministre depuis 6 ans. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est le capital humain, la capacité d'avoir des acteurs dans plusieurs domaines qui sont capables d'accompagner la transition digitale de nos entreprises autour de contenus nouveaux, de contenus adaptés aux besoins de nos entreprises, de nos organisations. African Digital Week est la conjonction de plusieurs événements qui se tiennent en Côte d'Ivoire sur le digital. Cette rencontre scientifique se tient sur 3 jours. Quel modèle de transformation digitale pour réussir le développement économique et social? C'est le thème de cette première édition. Au chapitre économie de ce journal, rendons-nous à la Bourse régionale des valeurs mobilières où une opération de financement des PME a été lancée. Cette année, la BRVM, qui est en nette progression, veut atteindre une capitalisation boursière minimum de 7 500 milliards de francs CFA. On en sait plus avec notre reporter Justine Seydjike. Il n'y a pas eu de crash boursier à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Elle se porte même bien, en témoigne la progression de la pénétration de la culture boursière. En 2012, 86 326 comptes. En 2015, 109 633 comptes. Et en 2016, 139 793 comptes ont été ouverts à la BRVM. Et elle est l'une des bourses qui a affiché les meilleures performances en 2017. La BRVM a accueilli en 2017 2 nouvelles sociétés cotées, pas des moindres, 2 banques. Nos volumes de transactions ont fortement progressé, ce qui a permis d'améliorer la liquidité de notre marché, qui est passé de 5% il y a 5 ans à plus de 25% en 2017. Nos valeurs de transaction, bien qu'elles ont baissé, elles se situent à un niveau au-dessus du niveau que nous avions connu avant 2012. Sur le plan de la capitalisation du marché, nous avons enregistré une légère baisse de la capitalisation du marché action
qui est passé de 7 700 milliards à 6 800 milliards sous l'effet de la baisse de nos indices. Mais par contre, le marché des obligations a beaucoup progressé à un niveau de plus de 18% par rapport à l'année dernière. La Bourse régionale des valeurs mobilières, qui aspire à être membre à part entière de la Fédération mondiale des bourses, a de grands défis à relever en 2018. Avec le compartiment PME, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de la BRVM qui veut accueillir maintenant les PME qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos pays. Nous avons un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la mobilisation de l'épargne de la diaspora. Nous allons travailler sur la digitalisation de nos services, c'est aujourd'hui une obligation. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est la troisième bourse africaine après le Kenya et le Nigeria. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Ils ont été enlevés mardi soir dans le nord du pays. C'est ce qu'a confirmé la police de l'État de Kaduna où a eu lieu l'enlèvement. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale Abuja quand leurs véhicules ont été interceptés en début de soirée. On ne connaît pas encore l'identité des 4 hommes, jusqu'il s'agit de 2 Américains et de 2 Canadiens. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria, minés par l'insécurité. Pas plus tard qu'en octobre, 4 Britanniques ont été enlevés près de Wari, dans l'état du Delta. Au Gabon, l'opposant Jean Ping ne s'est pas présenté au tribunal où l'attendait un juge d'instruction pour être entendu à titre de renseignement dans la procédure d'un autre opposant actuellement en prison, Pascal Oyougou. Jean Ping a-t-il défié la justice de son pays? Non, ont expliqué ses avocats dans une conférence de presse. Pour eux, le juge a commis une faute lourde en interdisant à Jean Ping de sortir du pays. Fin de ce journal. Merci Hamza. Merci beaucoup Hamza Diaby. Alors Merci, sans Marcela. transition aucune, on retrouve Abbas pour le JT décalé. Alors Abbas, quelles sont les principales manchettes de votre JT décalé de ce jour? Aujourd'hui, nous allons quand même penser à ces frères, ces sœurs qu'on braque après leur retrait à la banque. Oui, parce que ça commence à être un phénomène, on ne comprend pas. Lequel est parti faire retrait. Et puis toujours, il y a 2 personnes sur moto qui vont l'arrêter pour dire donne ton argent. C'est très courant. Voilà, qui a informé les gars des motos là? C'est les caissiers? Non, c'est les vigiles? Enfin, on se pose la question. Ou bien c'est le gars lui-même qui parle trop. Parce que c'est ça, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il n'est pas dit faire retrait. C'est-à-dire, on sait que le lundi, à telle heure, lundi, à tel moment, il doit aller faire retrait de 25 millions. Mais si tu as remarqué à la banque, la caissière, elle est là, elle tourne avec toi, tout et tout. À chaque fois qu'elle fait là son téléphone, on ne sait pas ce qu'elle dit. Mais il y a aussi un gars à côté qui est toujours là en train de dire non, excusez-moi monsieur, bulletin là, on remplit ça comment? Parce que lui, il se trompe toujours de trucs qu'il doit remplir. Mais lui, à chaque fois, il vient regarder. Tu penses que c'est son papier, c'est toi, il vient regarder ce que tu es en train de faire. On ne sait pas. Non, il y a ça aussi. Il y a le vigile qui est là pour dire, vieux père, on dit que ça va. Lui vient, vieux père, ça va. Il y a lui aussi, on accuse. Et puis, il y a toi-même, tu t'en vas retirer 25 millions. Tu es obligé de dire à tout le quartier que tu t'en vas retirer 25 millions le lundi à 8 h dans telle banque. Tu es obligé. Non. Dans le cas, c'est respecté. Dans ce temps-là, on se fait enquête sur nous-mêmes pour voir qui est coupable. Il y a ça. Parce que c'est très bizarre. Il y a beaucoup de personnes à la banque. Pourquoi est-ce que c'est une personne bien spécifique qui est braquée? Marcelin, tu as une voiture, non? Oui. Tu es passé dans ce temps-là à Yopougon Sipores? Non, j'arrive pas vers là-bas. Tu n'arrives pas vers là-bas? Parce que tu ne connais pas Abidjan. N'est-ce toi? Le mois dernier. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles femmes qui vous ont abordé au feu pour dire papa, maman, ton maman est en train de balayer? Ah si, c'est courant, même à Cocody. Un peu partout. Oui, c'est partout. Je pensais que ça fait partie du décor. C'était seulement à Bobo et à Yopougon, mais ça, c'est pas bien. Moi, je pense que les autorités, c'est vrai que la première dame a dit de ne pas exploiter les enfants, mais aussi n'exploiter pas les vieilles. Parce que ça, c'est pas bon. C'est l'exploitation des vieilles, ça là. Parce que la femme, même, elle est âgée que vous-même, autorité. Vous les prenez pour aller balayer la rue, vous ne les payez pas. Mais c'est nous, la femme était dans ton pointage, la fille, elle a te parlé mal dans la voiture là. Dès que tu es vite des années, ça dit papa, tu vois pas ton maman en train de passer. Pourquoi? Tu sais ce qu'on m'a dit, et puis toi, tu l'as passé. Ah non, en cas, c'est
Troisième sujet. Est-ce que ce sont les autorités? Ce sont les sociétés? C'est l'autorité qui les a pris. Le maire, il s'est promené pour regarder ce qui s'est passé. Mais il y a des entreprises qui sont habilitées à suivre les travaux. Maintenant, l'entreprise, quand il t'envoie l'eau, il faut faire casting avant de prendre les gens. Ça, par contre, c'est ta grand-mère pour aller la rue, tu ne la payes pas. Tu as repris ça ou ça? Troisième sujet, ça c'est Marcelin et moi. Parfois, il ne faut pas que Nézé va répondre à ça. Marcelin, tu es dans ta galère. Tu es dans ta galère et puis il y a une fille avec qui tu es, elle te dit non, elle n'est pas avec toi. Et puis au moins, maintenant ça marche, tout le monde parle de toi, Marcelin. Et puis la fille revient pour te demander pardon. Pour dire non, je m'excuse pour tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu acceptes? Tu acceptes. Tu fais comme moi. Moi, pour moi, j'ai accepté. Je l'ai rassuré, j'ai promis mariage à la fille. On est allé même chez ses parents, j'ai promis de reprendre les maisons. J'ai attendu la saison des pluies et puis enlever toi de les maisons là. Jusqu'aujourd'hui, ils ont fait avis de recherche. C'est bien fait pour elle. Alors, merci Abbas. Merci beaucoup Abbas. C'était Abbas. Fatim Djidji est tellement en train de rire qu'elle a même oublié même de se présenter à sa convocation pour la revue de presse qui va aller maintenant. Nous allons au pas de course parce que dans quelques instants aussi, nous allons recevoir donc un volontaire donc, du comité exécutif national de l'AIBF dans le cadre de la rubrique Entreprendre. Monsieur Franck Loué nous parlera de sa passion du volontariat. Mais avant, Fatim, on the place to be. C'est parti. On va commencer avec les nouvelles. Nessie, ne me contaminez pas, je vais rire aussi. On va se concentrer. On va commencer avec les nouvelles du président de l'Assemblée nationale. Et oui, comme annoncé sur son fil Twitter, le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, est depuis mardi 16 janvier à Lyon, en France, pour rendre part aux obsèques de son guide spirituel, Père Marcel du Sud, j'espère que je prononce bien, avec qui il entretenait une relation quasi filiale. Alors l'homme de Dieu était originaire des Monts Lyonnais, il a tiré sa référence dans sa 83e année, ordonné prêtre le 21 juin 1969. Il a passé le plus clair de sa vie sacerdotale en Côte d'Ivoire. Le chef du Parlement ivoirien est allé rendre hommage à cet homme qui a influé sur sa vie et sur ses choix de destinée, a-t-il affirmé. Autre chose à présent, des indiscrétions dans Jeune Afrique. Depuis le 2 janvier, les personnels administratifs et techniques du ministère des Affaires étrangères mènent une grève à la japonaise, attachant des foulards autour de leurs bras ou de leur tête pour réclamer des primes ou des affectations à l'étranger. Le 8 janvier, alors qu'il menaçait de cesser le travail, eh bien, le ministre Marcel Amontano a demandé à la direction de verser à une première fournée de chauffeurs et de secrétaires une somme variant de 75 000 à 90 000 francs CFA. Et ce sera le tour de leurs collègues d'ici la fin janvier. Cette crise a débuté fin décembre, quand plusieurs employés ont demandé à être détachés dans d'autres ministères. En signe de mécontentement, ils avaient refusé de fêter Noël dans leurs locaux en présence de leur ministre Amontano. Saisi du dossier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des instructions à Isia Coulibaly, le ministre de la fonction publique, vient pour discuter avec les syndicalistes. Les diplomates de carrière, eux, réclament toujours l'application du décret statutaire, lequel prévoit notamment l'attribution de primes d'installation à l'étranger. Autre indiscrétion, mais toujours dans Jeune Afrique, eh bien, au Cameroun, si le nom de domaine paulbiya2018.com n'est plus disponible sur Internet, eh bien, le président camerounais n'est pas pour autant, du moins officiellement, entré en campagne. Paul Biya ne laisse d'ailleurs rien filtrer sur ses intentions pour la présidentielle d'octobre. Sa communicante française a tout de même pris les devants et a acquis donc ce nom de domaine pour 25 €. Elle avait d'ailleurs fait la même chose lors de la précédente élection présidentielle avec le nom de domaine paulbiya2011.com. Allez, on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique, du Cameroun. On les salue. Allo Police relate une bien triste histoire, un drame familial. Le 12 janvier, à Marcory Manoumabo, un homme portant un carton est interpellé dans la rue par un jeune homme qui lui dit « Qu'y a-t-il dans ton carton ?» La foule se regroupe autour d'eux et il poursuit. Il a jeté le carton à la décharge et les époueurs l'ont sommé de venir récupérer son colis. Je les ai entendus dire que c'est le corps d'un enfant qui est dedans. Certains ont demandé à ce que cet homme mis en cause soit présenté à la chefferie qui lui aurait dit « Chez nous, les ébriers, on ne fait pas rentrer les corps n'importe comment à l'intérieur de la chefferie. » Mais en attendant, personne n'a osé regarder ce qu'il y avait dans le carton. Il a fallu attendre la présence de la police pour malheureusement découvrir le corps d'un enfant. Alors l'homme a confié qu'il s'agissait de son propre fils
mort de 3 ans, mort un peu plus tôt dans la journée, mais faute de moyens, eh bien, pour payer les services de pompe funèbre, l'enterrement, il pensait donc confier le corps aux éboueurs afin qu'ils s'en occupent ou bien qu'il abandonne la dépouille. Bien triste tout ça. Et pour finir, des baskets insolites qui font fureur en Allemagne. Depuis samedi, des dizaines d'aficionados faisaient déjà la queue, équipés de matériel de camping pour certains, devant les 2 magasins vendant ces chaussures aux couleurs de certaines banquettes de métro berlinois. Vous allez les voir, cette foule à l'image qui va apparaître, qui était donc mardi devant les boutiques. L'image de la foule peut-être va apparaître. Et ce sont des chaussures billets qui sont vendues par la société de transport en commun berlinoise pour voyager toute l'année. Oui, c'est surprenant. Là aussi, vous allez peut-être voir les baskets avec une image plus proche qui va aussi apparaître. Et l'un d'entre eux nous dit que le plus intéressant, c'est le ticket dedans et le fait qu'il n'y en a que 500 exemplaires. Je les garderai pour ma collection, a-t-il affirmé. Alors, vendu 180 €, le prix inclut un abonnement annuel au métro, au tram berlinois et au bus, sachant qu'un billet à l'année d'habitude coûte près de 761 €. Donc certains l'ont déjà mis en vente sur eBay pour 10 fois plus cher. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pour les portiques, s'il va falloir lever les pieds, il va falloir enlever la chaussure pour pouvoir valider le ticket. Ça, je ne sais pas, à part s'ils vont faire un passage spécial. On le saura bientôt. Je vous amènerai les images dès que ça marchera. Allez, à demain. À demain. Merci Fatima. Merci Fatim. Bien triste histoire, cette histoire du père qui est obligé d'abandonner la dépouille mortelle de son fils parce que n'ayant pas les moyens de lui offrir un enterrement digne de son rang de père. Et il y en a quand même qui ont la possibilité de se faire de l'argent, mais qui ont décidé d'entreprendre dans un domaine assez particulier, le volontariat. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec notre invité du jour. C'est la rubrique Entreprendre. Entreprendre. On n'a pas de jingle, on va le saluer directement. Monsieur Franck Loué, bonjour. Bonjour. Vous êtes volontaire, secrétaire général des membres volontaires du comité exécutif de l'AEBF, c'est cela? Donc l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, qui œuvre bien sûr dans tout ce qui est planification familiale, sécurité parentale, tout ça. Alors, vous êtes là pour nous parler un peu du volontariat. Pourquoi et comment avez-vous été piqué par le virus du volontariat? Bien, merci beaucoup Marcelin. Bonjour madame. Bonjour. Et il faut dire que depuis 2007, l'aventure a commencé pour le volontariat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on a l'habitude de dire que l'oisiveté est la mère des vices. Quand on est instruit, quand on va à l'école, qu'on n'a plus grand-chose à faire, qu'on cherche du boulot qu'on ne trouve pas pour le moment. Comme on dit, quand un muscle ne travaille pas, ça atrophie. Si on ne fait pas un travail pour entretenir son brainstorming, on risque de passer à côté. Donc il faut chercher à se rendre utile, se mettre à l'œuvre. Et c'est où? C'est dans les associations, soit nationales ou internationales. C'est en fait l'antichambre, d'une certaine manière, l'antichambre de la vie professionnelle. Tout à fait. Ça nous forme un peu à avoir des rudiments, des attitudes. Tout à fait. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, à avoir des rudiments pour la vie. Parce que quand on sort de l'université ou des grandes écoles, on n'a pas forcément l'occasion de faire ce pour quoi on a été formé. Alors, il faut s'orienter vers des structures où on peut apprendre quelque chose sans forcément attendre en retour une rémunération. Et c'est ce que vous apprenez sur le champ qui vous donne, si vous voulez, une expérience que vous pouvez plus tard monnayer sur le terrain. D'accord. Et vous, de façon pratique, qu'est-ce que le volontariat vous a apporté ou vous apporte? D'accord. Personnellement, comme je le disais tantôt, depuis 2007, le volontariat m'a appris beaucoup. Ce n'est pas forcément les retombées financières, mais les retombées sont de plusieurs ordres. Il y a les retombées tant au niveau moral, il y a le paquet de personnalités ou d'institutions à visiter, avec lesquelles on est obligé de travailler sur des programmes, sur des projets. Un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses enrichi, bien évidemment, qui nous permet d'avoir une formation et de former aussi d'autres jeunes pour pouvoir aussi relever certains défis au niveau des projets. Est-ce que l'Ivoirien a le réflexe du volontariat? Parce qu'on sait que dans des pays, par exemple les pays du Nord, on a les Restos du Cœur, on a plusieurs associations. C'est pratiquement un réflexe qu'on travaille ou pas. Est-ce que chez nous en Côte d'Ivoire, c'est effectif? Est-ce que l'Ivoirien est volontaire? Bien. D'un premier temps, il faut dire que l'Ivoirien n'est pas totalement volontaire. C'est pas encore vu. Parce que le jeune Ivoirien, aujourd'hui, quand il sort de l'école, il te demande, je fais un travail pour ta vie, qu'est-ce que je gagne? Tu dis directement, je viens, je te suis, je vais avec toi demain, on en va dans tel coin, mais qu'est-ce que je gagne en retour? En griffe, si je n'ai pas l'argent, je n'irai pas avec vous. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'AIBF? Avec nos différents mouvements qu'on a créés dans le MAGE AIBF et puis le réseau des volontaires adultes de l'AIBF, on ne vous dit pas qu'il y a de l'argent à vous donner. On vous dit, voilà, vous arrivez, vous mettez à l'œuvre, voilà comment vous pouvez monnayer votre talent
Voilà comment aussi, ce que vous allez apprendre sur le terrain, dans les projets, vous permettra soit d'ester dans les structures nationales comme internationales pour pouvoir bien évidemment avoir un emploi sûr et stable à l'avenir. Accepter de perdre aujourd'hui pour gagner pour mieux demain. Apprendre et gagner demain. Tout à fait. Et vous, à travers votre réseau, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? D'accord. Comme je disais tantôt, l'AIBF chez nous, nous sommes pionniers en matière de planification familiale et de santé sexuelle de la reproduction. Depuis 1979, l'AIBF est créé et nous contribuons bien évidemment au développement de la Côte d'Ivoire dans ce domaine de la santé-là. Voilà. Quand on arrive, on demande, on regarde un peu les taux de la mortalité au niveau des femmes qui accouchent, la mortalité infantile. Quand on va aussi dans les lycées et collèges, on voit des jeunes filles qui prennent des grossesses à tout moment. Comment freiner cela? Nous avons un réseau de jeunes dynamiques, de jeunes volontaires AIBF, qu'on appelle les mages, qui s'occupent de cela, qui donnent des messages à ces jeunes-là pour que ces fléaux-là puissent baisser. Au côté de ça aussi, nous avons la communication parents-enfants. Là, ce sont les volontaires adultes qui permettent à leurs enfants d'être des modèles de demain à partir du moment où ils leur apprennent à parler de sexualité très tôt dans le foyer. Donc voilà un peu comment nous contribuons au développement de la Côte d'Ivoire en nous planchant sur la réduction de ces différents cas de figure-là. Et comment ces différents messages sont accueillis par les jeunes surtout? Avec les jeunes, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème parce que nos cibles sont vraiment les jeunes déscolarisés, les jeunes scolarisés et les jeunes de la vie en général. Petits mécaniciens, petits menuisiers, tout compte fait. À partir de cet âge, on est tous sexuellement actifs. Alors comment on peut réduire le taux d'enfants non désirés, le taux de grossesse non désirée? Nous avons des messages, nous avons des campagnes de sensibilisation que nous menons ça et là dans les différentes antennes de l'AIBF. Permettez-moi de vous dire en passant que l'AIBF a 9 antennes. Non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est vrai ce qu'on fait, mais c'est le volontariat. Ce n'est pas de parler de la structure, c'est le volontariat. Le côté volontaire, c'est ce qui nous captive. Voilà, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est mieux de mettre plus l'accent dessus. Voilà. Donc c'est comme ça, nous travaillons, on aide les jeunes à se prendre en charge, à avoir une estime de soi qui leur permettra bien évidemment d'atteindre l'objectif à long terme. Combien de jeunes vous recevez par exemple par année, la proportion de jeunes que vous avez? Par année, nous pouvons avoir au maximum 500 à 1000 jeunes. Maintenant, parmi ces 500 à 1000 jeunes, quels sont les jeunes qui deviennent volontaires de l'AIBF? Voilà. On peut en moyenne avoir par an une centaine. Quels sont les retours que vous avez des jeunes sur le terrain? Quand vous les avez après, quelle est la proportion qui reste? Quelle est la proportion qui a un emploi derrière, qui a une autre activité derrière? Est-ce que vous faites des statistiques, vous avez des informations précises et concrètes là-dessus? D'accord. À ce niveau, vous savez, le niveau du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, il est très très difficile actuellement. Et comme vous savez, un bailleur, quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il veut travailler avec les jeunes de ce pays. Mais en même temps, tous les jeunes que nous recevons chez nous à l'AIBF n'ont pas la formation requise pour pouvoir avoir des emplois dans ces boîtes-là. Donc, à ce niveau, quand on peut aider un jeune à s'insérer, on voit son niveau scolaire et les différents programmes qu'il a exercés au niveau de l'AIBF et puis on les sert. Ces cas-là sont les jeunes de jeunes, nous avons quelques jeunes qu'on a pu mettre au niveau de certains bailleurs internationaux où ils ont commencé déjà à travailler depuis bientôt 1 an, 2 ans. Le volontariat, on ne doit pas l'introduire par exemple à l'école primaire par exemple, l'esprit du volontariat? Je pense que si. Parce que ça fait avancer la société. Je pense que si. Il appartient à nos gouvernants de penser à cela. Et nous, je pense qu'avec l'AIBF, dans notre logique de faire du lobbying à tout moment, on pourrait bien évidemment permettre à ce que cela soit une réalité. Mieux, nous avons même pour le volet de l'éducation, l'éducation sexuelle complète. Parce qu'on dit qu'à partir de 12-13 ans, les enfants sont déjà sexuellement actifs. Donc il faut leur donner des rudiments. Si tôt, malheureusement. Il faut déjà leur donner des rudiments pour qu'ils sachent que quand ils sont à cet âge-là, le plus important pour eux, c'est d'aller à l'école, c'est d'étudier et de ne pas avoir des rapports sexuels précoces qui pourront bien évidemment réduire leur avenir. Ensemble, vous préparez la jeunesse de demain. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de plus en plus de jeunes, de personnes volontaires, quel que soit l'âge aussi. Hein. Quel que soit l'âge. Pas forcément les jeunes, mais des personnes, des seniors, des personnes à la retraite, afin vraiment de relever le niveau. Et que ce soit dans votre secteur ou dans d'autres secteurs, on a vraiment besoin de volontaires. Merci beaucoup à vous, M. Franck Loué, de venir raviver en nous la flamme du volontariat. Il y a beaucoup d'associations de jeunes volontaires qui nous regardent tout ça. Et vraiment, merci beaucoup pour ce que vous voulez faire. Oui. Merci. Avant une minute. Tout à fait. Je voulais dire que depuis que l'AIBF a créé, vu que les fonds mis à la disposition pour réduire le taux de mortalité commencent à baisser, très bientôt l'AIBF organisera une levée de fonds avec ses partenaires nationaux comme internationaux pour pouvoir permettre à juguler ce fléau-là.
Il est 6h59, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Matin Bonheur. Dans quelques instants, à partir de 7h, juste après la pub, derrière, on aura le docteur Djibril Madi qui viendra nous parler, bien sûr, d'un thème très, très important. Avec lui, nous parlerons, bien sûr, d'absence de règles, de menstrues chez la jeune fille. Pub, et on se retrouve juste après. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets, les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Mais voilà, il est sur le plateau et avec l'humour qu'on lui connaît, dès qu'il s'est posé, il m'a posé la question de savoir si je voyais régulièrement mes règles. Docteur Madi est avec nous. Ici va dévoiler tout ce qu'on dit ici en coulisses là, franchement. Non mais ça parle de ça parle de la thématique. Donc on va tout dire, hein, tout ce qui se dit. Okay. On dira tout. Allez, jingle. Ou pas? Non. L'absence des règles ou encore l'aménorrhée chez la jeune fille s'exprime de deux manières, à savoir l'aménorrhée primaire qui est la non-apparition des règles et l'aménorrhée secondaire qui est la disparition des menstruations chez la jeune fille. L'aménorrhée chez la jeune fille en activité génitale est un signe de grossesse. L'absence des règles chez la jeune fille peut être occasionnée par les cas de maladie ou cela peut être lié aussi à l'alimentation. Il y a la pratique des méthodes contraceptives, c'est-à-dire des pilules et des injections. Il y a aussi les grossesses, les curetages. L'alimentation est tellement polluée que cela peut occasionner assez de maladies chez la jeune fille, comme l'absence des menstrues. L'absence de règles chez la jeune fille résulte de plusieurs facteurs. On parle d'aménorrhée primaire quand il s'agit d'une jeune fille qui n'a pas de règles et n'en a jamais eu. Les causes de l'aménorrhée primaire sont tout aussi variables. Il peut s'agir de malformations, de simples retards pubertaires. Les aménorrhées secondaires peuvent être dues à une grossesse ou à plusieurs autres causes, dont la tuberculose, les cirrhoses, l'hépatite virale, l'insuffisance rénale chronique, les traitements anticancéreux par chimiothérapie, les séquelles d'avortement, les causes ovariennes, les causes hypothalamiques qui sont les plus fréquentes, et la forme la plus intense qui est l'anorexie mentale. À cela s'ajoute la pratique intensive du sport qui peut aussi provoquer une aménorrhée qui, elle, guérit avec la diminution de l'activité sportive. L'absence des règles chez la jeune fille peut être traitée de façon traditionnelle.
comme à l'hôpital chez un gynécologue ou bien chez un médecin. Pour le traitement de l'absence des règles chez la jeune fille, elles peuvent aller voir des gynécologues ou encore consulter des tradipraticiens pour les aider. Dans la majorité des cas, les aménorrhées ne nécessitent pas de traitement. Cependant, certaines mesures d'hygiène de vie peuvent aider à faire revenir les règles. Une alimentation saine et équilibrée, éviter le surpoids, gérer le stress et avoir une activité physique modérée. Par ailleurs, il y a aussi les traitements hormonaux en cas d'ablation de l'utérus et des ovaires, hors cas de cancer, les traitements chirurgicaux dans certains cas de malformation de l'appareil reproducteur, la psychothérapie ou la prise en charge psychologique est envisagée si l'aménorrhée ne trouve pas son origine dans un traumatisme qu'a subi la patiente, viol, deuil, en cas d'anorexie ou de troubles psychologiques. Une absence de règles est le plus souvent bénigne. Cependant, il est conseillé de consulter un gynécologue si d'autres symptômes sont associés à l'absence de règles et si celles-ci ne reviennent pas au bout de 3 mois. Concernant les aménorrhées primaires, consultez le gynécologue à partir de 16 ans si les règles ne sont toujours pas arrivées. Docteur Djibril Madi est avec nous. Docteur, impression sur cet élément? Oui, ce que je voulais souligner, c'est qu'ils ont parlé d'aménorrhée primaire, l'absence de règles. Mais il y a l'aménorrhée primitive. L'aménorrhée primitive, la jeune fille ou bien la femme qui n'a jamais eu ses règles. Jamais, 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 jamais. Et j'ai trouvé des cas comme ça. Jamais n'a eu ses règles. Une jeune fille de 32 ans qui n'a jamais fait de règles. C'était une malformation. C'était une malformation, une agénésie utérine. Et ça se guérit? Ça se soigne? Oui, ça se soigne. Vous savez, en fait, c'est une anomalie génétique. Hein, c'est une anomalie génétique qui a été même qui a été codifiée par un médecin. Et se guérit, non, ça ne se guérit pas puisque c'est congénital. Elle est née comme ça, l'utérus est tout petit avec 2 petites testicules là, au niveau du pubis. Et puis elle a des seins, tout ça, vous comprenez? C'est une hermaphrodite? Non, ce n'est pas vraiment une hermaphrodite, mais en fait, elle a les caractères féminins. Elle a tous les caractères féminins, mais en bas là-bas... Ses organes reproductifs sont masculins? Oui, il n'y en a pas. D'accord, c'est une malformation de la... Oui, c'est une malformation, malheureusement, c'est une malformation. Donc c'est l'aménorrhée primitive. Donc il y a l'aménorrhée primitive, il y a l'aménorrhée primaire et puis il y a l'aménorrhée secondaire. Voilà. On dit aménorrhée, c'est le privatif. Ménorrhagie, voilà, c'est-à-dire absence de règles. Voilà. On va prendre au cas par cas. On va commencer par l'aménorrhée primaire. Primitive d'abord, oui, primaire primitive, ensuite, oui, et on va terminer par l'aménorrhée secondaire. Oui. Bon, donc l'aménorrhée primitive, je vous le dis, absence de règles depuis la naissance. Et puis, c'est une malformation. C'est une malformation congénitale. Ça touche bon nombre de personnes en Côte d'Ivoire, dans notre pays? Moi, j'ai trouvé un seul cas. C'est rare, dans ma carrière, c'est rare, oui. Dans ma carrière, elle est venue, elle était fiancée. Et puis, elle est venue, il faut faire un bilan. Ouais, et puis, j'ai fait le bilan, j'ai fait l'échographie, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'utérus. Tiens. Puis j'ai poussé les choses à l'IRM, rien non plus. Et c'est là maintenant, le radiologiste et moi, nous avons discuté. Il m'a dit, mais oui, c'est un cas rare. Et on voulait justement la présenter à nos patrons pour voir un peu ce qu'on pourrait faire. Parce que ça crée des sérieux problèmes à cette jeune fille. Maintenant, elle n'est plus fiancée, son fiancé est parti, tout ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, et puis, elle s'est sentie un peu frustrée, puisque les parents du monsieur cherchaient un enfant, mais là, elle ne peut plus. Mais elle ne peut pas aussi le dire à ses parents. Elle ne peut pas le dire à ses parents, malheureusement. Bon, ça c'est le seul cas que j'ai vu dans ma carrière depuis. De l'aménorrhée primitive. Voilà, l'aménorrhée primitive. Et l'aménorrhée primaire. Primaire, oui. C'est-à-dire que c'est la jeune fille qui n'a pas ses règles. Vous voyez, qui n'a pas ses règles. Bon, en principe, les règles viennent à partir de l'âge de 9 ans. Il y en a qui ont ça précocement, à partir de l'âge de 9 ans, ce qui peut aller jusqu'à 17-18 ans. Et là, c'est un problème... C'est un problème d'attendre d'abord, il faut attendre. Je connais un ami qui a... les règles sont venues jusqu'à... Les règles de sa fille ont apparu vers l'âge de 16-17 ans. Et puis, elle était complètement déboussolée.
Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais. Je crois qu'il y a une éducation qu'il faut faire. Il y a une éducation qu'il faut préparer la jeune fille à cela. Il faut la préparer. Les parents ne sont pas préparés, mais la jeune fille n'est pas préparée. Et ça arrive à l'école primaire, comme ça. Et puis bon, vous voyez, à l'école primaire, on se moque un peu. Ouais, elle a du sang, elle a du sang, elle a du sang. Et elle ne comprend pas. Ouais. Et c'est là qu'il m'a appelé, il me dit, docteur m'a dit, je ne comprends pas. Voilà, elle commence à saigner. Je dis, mais elle a 11 ans, c'est vrai, c'est précoce, mais ça arrive qu'à 11 ans, qu'on ait ses règles. Généralement, c'est à quel âge normalement? Non, ça varie. En principe, 9, moi j'ai trouvé 9 ans. 9 ans. Oui, 9 ans. À 9 ans. Puis ça peut aller jusqu'à 17, 18 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs où c'est... Non, il n'y a pas d'éléments. Non, c'est naturel, c'est physiologique. C'est physiologique, voilà. Et ça varie. Chaque cas est particulier. Je n'ai pas envie de demander le cas de quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, chaque femme a sa particularité d'avoir ses règles, soit à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais souvent, malheureusement, c'est que les jeunes filles, de bouche à oreille, elles se disent que, bon, si je atteins l'âge de 18 ans, il faudrait que tu aies tes règles. Non, moi, c'est pas... Non. Voilà. Mais quand même, si ça tend vers 20 ans, il faut s'en méfier. Il faut aller voir le gynéco pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce retard-là. Voilà. Et donc, au primaire, il y a ça. L'aménorrhée. Primaire, non, dans le primaire, c'est qu'elle a eu déjà ses règles. Secondaire, c'est qu'elle a eu déjà ses règles et puis qu'elle n'a plus ses règles. C'est une jeune fille qui voit normalement ses règles, ça je ne peux pas l'éter à terre, et puis maintenant qu'elle n'a plus ses règles. Donc il y a plusieurs facteurs. En dehors d'une grossesse. Ça, c'est en dehors de la grossesse. Voilà. Parce que la grossesse, même une aménorrhée secondaire, méfiez-vous, les femmes croient que quand tu n'as pas ses règles, on est enceinte. Non, il peut y avoir un problème. Surtout quand on quitte en haut, comme le dit le film, l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien peuvent être dysfonctionnels. Traduction pour nous? Pour vous, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui contrôle les règles chez la femme. C'est le cerveau. Il y a un organe qu'on appelle l'hypothalamus qui contrôle l'hypophyse qui va agir sur les ovaires par des sécrétions hormonales. Donc quand cet axe-là est complètement dysfonctionnel, mais la fille n'aura pas ses règles. C'est du stress. Voilà. Et puis aussi, il y a le facteur stress. Parce que souvent, on se retrouve comme ça. Elles ont des dystrophies ovariennes, c'est-à-dire une augmentation de la taille des ovaires et puis un dysfonctionnement ovarien. Alors, soit ça peut être unilatéral ou bilatéral. Vous comprenez? C'est-à-dire un seul ovaire ou les deux en même temps. Souvent, j'ai remarqué que c'est un problème lié au stress, à l'anxiété, à l'angoisse. C'est pour ça que des fois, quand il y a un choc, une femme peut... Elle peut pas dire. J'ai connu une patiente qui a perdu sa mère. Elle était tellement liée à sa maman qu'elle a perdu ses règles à 32 ans. Et je fais tout, mais elle n'a pas pu se débarrasser de ce choc émotionnel. Elle n'a pas pu du tout se débarrasser de ce... C'est pourquoi l'élément dit qu'il faut de la psychothérapie, il faut tout ça, pour qu'elle puisse quand même être rassurée qu'elle ne peut plus rien faire. Qu'elle ne peut plus rien faire. Maman est partie, mais c'est à elle maintenant de gérer son quotidien. Voilà. Et il y a ce cas. Et puis il y a aussi le cas où nous avons, dans l'aménorrhée secondaire, il y a ce qu'on appelle j'ai vu ça, les complications des avortements. Les complications des avortements. Les séquelles. Oui, les séquelles. Avec des trompes bouchées. Avec des trompes bouchées. Non, c'est pas les trompes, c'est tous les ovaires. Oui, c'est tous les ovaires. Parce qu'il y a 3 facteurs. Il y a le facteur hormonal, il y a le facteur infectieux et il y a le facteur de l'anxiété. Donc les 3 facteurs peuvent être associés. Les 3 facteurs peuvent être associés. Souvent, dans le traitement, comme moi je fais, j'ai associé en même temps les 3 facteurs. D'abord, je te demande ton environnement. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais elle va vous raconter plein de choses. Non, écoutez, je suis chez un tuteur, j'ai eu mon BTS, il n'y a pas de travail, voilà, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Mon papa à la retraite. Mon papa à la retraite. Bon, bref. En tout cas, il y a toute une histoire derrière une aménorrhée secondaire. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. En dehors de la grossesse, il y a toute une histoire. Alors, docteur, comment préparer la jeune fille à la venue donc, des règles? Ah oui, je crois que c'est le rôle de la maman, je pense. Je pense que c'est le rôle de la maman. La maman doit lui dire qu'à un certain moment,
hein, tu vas avoir tes menstrues. Ce dialogue-là commence à quel âge? Oh, un peu plus tôt, hein, vers l'âge de 8 ans, 9 ans par là. Hein, dès que l'enfant commence à aller au CP1, au CP2 comme ça, qu'elle a conscience qu'elle est différente d'un garçon, qu'elle est complètement différente, il faut lui faire comprendre que ouais, elle va avoir des saignements. Elle va avoir des saignements, donc il ne faut pas qu'elle... Et puis aussi, en parler aux choses, aux instituteurs ou à tous ceux qui sont autour, pour ne pas que justement... voir les éducateurs pour leur dire que bon, les filles, voilà, à un certain moment, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Mais n'ayez pas peur, voilà, c'est tout à fait naturel. Là, on comprend que c'est le rôle de la famille. Voilà, parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de communication. Oui, malheureusement d'ailleurs. Donc, à une certaine époque, à l'école primaire, il y avait la puériculture. Je me rappelle, je ne sais pas s'il y en a toujours. Il y avait des femmes qui venaient, les cours de puériculture à l'école primaire. Ça, bon, c'était à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Si c'est toujours le cas, c'est un créneau vraiment idoine pour parler de tout ce qui est, voilà, tout ce qui a trait à la femme, à la jeune fille, à tout. Mais je crois qu'au cours des leçons de SVT, je pense qu'ils font sciences, vie et machin. Ça, c'est à l'école, au collège. Oh, ça, c'est dit au collège. Ah, d'accord. Oui, je crois qu'il faut... Et dans le Léman, on a parlé d'autre chose, de l'activité physique. Oui, l'activité physique. Intensive. Effectivement, on peut avoir des aménorrhées comme ça parce que, c'est sur l'anorexie cérébrale. L'anorexie cérébrale. Et les mannequins qui veulent souscrire à un concours, alors elles se privent complètement de nourriture. Alors, ça agit parce que j'ai pas de cet axe hypothalamo-hypophysaire. Hypophysaire, voilà. Parce que l'hypothalamus va sécréter une hormone qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse qui va sécréter les FSH, c'est-à-dire les follicules qui vont stimuler les ovaires qui vont stimuler l'oestrogène ou la progestérone. Bref, voilà, c'est un circuit un peu long. Mais ce qui est sûr, c'est que l'anorexie mentale entraîne toujours une aménorrhée secondaire. L'anorexie mentale. Elle refuse de manger, elle perd du poids jusqu'à 35 kg, 40 kg par là, parce qu'elle veut concourir pour devenir mannequin. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il y a les autres cas où elle est sous anticancéreux, etc. Il y a certains médicaments, les anticancéreux surtout, qui peuvent entraîner une aménorrhée. Ça agit sur les ovaires. Voilà. Parce que les anticancéreux ne trient pas. En fait, ils bloquent la multiplication cellulaire. Voilà. Les anticancéreux bloquent la multiplication. Donc, ils ne trient pas. Donc, tout ce qui est cellule est bloqué. Donc, s'il y a une multiplication cellulaire pour qu'il y ait des follicules, alors les follicules sont bloqués, donc elle n'aura plus ses règles. Voilà, c'est comme ça. Et ça se soigne? Oui, ça se soigne. Bon, pour une malade qui est sous anticancéreux, évidemment, ça se soigne. Bon, pour celle qui a une dystrophie ovarienne fonctionnelle, parce que souvent, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas organique, elle est fonctionnelle, ça se soigne. On donne des hormones et puis bon, les choses rentrent dans les lignes droites. Mais ce qui est, c'est que souvent c'est récurrent. Et puis le traitement est très long. Parfois, c'est minimum 3 mois et maximum 6 mois. Donc, à chaque fois, prendre des médicaments ça les lasse. Et malheureusement, elles arrêtent et puis après, c'est récurrent. Et puis aussi, on parle de mesures hygiéno-diététiques. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas à manger, à moins que tu lui donnes... De manger de la salade light. Non. Non. Vous nous avez cité plusieurs cas. Oui. Et parmi ces cas-là, quel est le cas le plus difficile à soigner? Le cas le plus difficile à soigner. Je ne dirais pas impossible, mais... Oui, difficile à soigner, c'est l'aménorrhée primitive. Primitive, voilà. Oui, on en a parlé. Voilà. Non, je parle de l'aménorrhée secondaire. Vous avez cité beaucoup différentes causes. Oui. Quelle est la cause qui est difficilement réparable? Difficilement réparable, c'est relatif. C'est surtout les aménorrhées congénitales qui sont difficiles à soigner puisque c'est un problème de chromosomes, c'est un problème de malformation. Vous comprenez? Il faut refaire un nouvel utérus, il faut un nouveau vagin, tout ça. C'est un peu difficile. Et comme on sait que ces genres de situations, il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Et puis, c'est une chirurgie très lourde qui est multisectorielle. Donc, maintenant, dans le secondaire, ce qui est difficile à soigner, c'est quand, justement, la jeune fille, elle a fait un avortement.
Elle a fait un avortement. Et puis, voilà, il y a eu une perforation utérine et tout est parti. C'est difficile parce que, qu'est-ce qu'on fait? Même on racle tout, vous comprenez? On fait une ablation de l'utérus et puis elle a ses ovaires qui sont là, mais malheureusement, elle ne peut pas faire ses règles. Voilà, c'est comme ça. Dans le cas, par exemple, docteur, d'une aménorrhée primaire, en quoi ça perturbe la sexualité du sujet? Non, parce que en fait, c'est que les ovaires sécrètent une hormone qu'on appelle l'oestrogène. L'oestrogène agit sur la capacité de la femme, du moins la capacité de la femme à pouvoir avoir des rapports sexuels. Or, quand il y a une aménorrhée primaire comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une sécheresse vaginale physiologique, il y a une sécheresse vaginale et donc les rapports sexuels deviennent difficiles. Voilà, elle n'est pas capable de pouvoir être, bon, je vais dire le mot, hein, elle ne mouille pas. Voilà, au cours des rapports, le vagin n'est pas mouillé, donc voilà, les rapports deviennent difficiles et puis bon, voilà, elle va crier. Le type, lui, là, il s'en fout. Hein. Merci. D'accord. Alors, la solution pour pouvoir régler ce problème-là. Bon, dans tous les cas, il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Il ne faut pas que les téléspectatrices paniquent. Il y a une solution à tout. Bah oui, parce que là, elles ont paniqué. Hein. Non. Si. On a toujours réglé ça. Et après ça, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'elles croient que quand elles ont une aménorrhée, elles ne vont plus avoir d'enfant. Voilà le problème. C'est la première hantise. C'est la première hantise. Est-ce que je vais avoir un enfant? Voilà, c'est la première hantise. Est-ce que j'aurai une vie de couple? Voilà. Est-ce que j'aurai un enfant? Voilà. Être accepté par mes proches, la famille, tout ça? C'est ça qui fait ça. Donc, c'est ce problème qu'elle se pose. Et je voulais dire que non, dans la méthode primitive, c'est difficile. C'est très difficile. Le cas que je vous ai cité, mais sinon dans l'aménorrhée primaire, secondaire, tout ça, ça se règle. Chez les cancéreux, chez la femme qui est sous antibiotiques, il suffit d'arrêter les antibiotiques, c'est tout, et puis bon, les choses rentrent dans les normes, vous comprenez? Bon, je sais qu'il y a une dystrophie ovarienne bilatérale, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume et du fonctionnement de l'ovaire, ça se règle, vous comprenez? S'il y a un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien, ça se règle aussi. Il y a des médicaments pour ça. Il y a aussi bon, il y a la psychothérapie. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que la malade soit disponible à aller jusqu'au bout du traitement. C'est qu'elle dise tout. Qu'elle dise tout, voilà. Parce qu'il ne faut pas avoir des non-dits, il ne faut pas cacher. Parfois, des choses. On a un peu honte. On ne veut pas trop se confier. Oui. Voilà. Les règles, c'est ce qui fait la femme. Hein. Les règles, c'est ce qui fait la femme. Parce que si elle ne peut pas laver ses chiffons, ben voilà. Je connais une dame. Oui. Pardon? Oui. Non. Je connais les patientes là. Ouais. On dit, toi, tu n'as pas tes couches. Hein. Du coup, elle s'est sentie. Ils ont remarqué qu'elle n'a pas ses couches. Vous comprenez? Quand tu laves tes couches, on sait ça. Vous comprenez? On dit, toi, tu n'as pas tes couches. Du coup, elle a une certaine frustration. Voilà, une certaine frustration. Voilà. C'est pourquoi même les femmes qui sont ménopausées, elles refusent le fait qu'elle n'ait plus leurs règles. Elles veulent tout avoir leurs règles, même quand elles ont 50 ans. Vous voyez? Ça, ce sera un prochain thème, la ménopause. Ça, c'est un grand thème. Voilà. Les femmes ne sont pas du tout prêtes à concevoir que un jour, les règles ne sont plus. Elles ne conçoivent pas ça du tout. Alors, quand elles viennent de j'ai pas mes règles, ou bien mes règles, ça commence j'ai des règles tous les 3 mois. Je dis, mais c'est la ménopause qui s'annonce. Elles refusent ça. Donc, elles veulent toujours qu'on leur donne des substituts pour que les règles viennent. Je dis, mais quand même. Ça ne crée pas d'autres problèmes. Ben, ça crée d'autres problèmes. Elles n'acceptent pas ça, malheureusement. Elles n'acceptent pas ce fait-là. Ouais. Mais c'est le déroulement normal des choses. Hein. Elles n'acceptent pas ça. C'est comme le vieillissement. Ben, il faut accepter le vieillissement. À moins que tu ne veuilles toujours être jeune, mais quand tu es jeune, extérieurement, mais intérieurement, tout se... Alors, quel est le temps de guérison? C'est au bout de combien de temps que les règles viennent dans le cas, par exemple, d'une aménorrhée primaire et secondaire? Le temps de guérison, en principe, c'est 3 à 6 mois. D'accord. Oui, on traite la cause. On traite la cause, c'est 3 à 6 mois. Et puis, on suit la malade. Parce que dans sa tête, c'est d'avoir un enfant. Souvent, c'est comme ça. Quand elle n'a pas ses règles, elle se demande, est-ce que j'aurai un enfant? Si tu auras un enfant. Voilà. Certainement. Il n'y a rien à faire. Voilà. D'accord. 3 à 6 mois, c'est quoi? Ce sont des comprimés? Oui, évidemment. Des comprimés, oui. On donne des oestroprogestatifs à une certaine période, soit entre le 5e jour des règles et le 25e jour des règles, soit entre le 16e jour des règles et le 25e jour des règles, ou même du premier jour jusqu'au... Bref, il y a... Expliquez, soyez plus concret, oestrogène, tout ça, c'est quoi? Non, c'est-à-dire, c'est en fonction. C'est en fonction de la dystrophie. C'est en fonction de la dystrophie. La dystrophie, c'est l'augmentation de la taille et du fonctionnement des ovaires. Voilà.
Voilà. Et quand c'est un problème hormonal, même, on prescrit des hormones. On prescrit des hormones et les choses rentrent dans les normes. Ça rentre dans les normes. Elle a ses règles normalement, et puis on retranche ça, et puis l'organisme prend le relais, et elle commence à fonctionner normalement. Mais ça n'agit pas, c'est bon pour régler le problème, mais ça n'agit pas sur le comportement? Non, ça n'agit pas sur le comportement. Bon, ça agit un peu sur le comportement parce que, il y a une baisse de la libido. Il y a une baisse de la libido. Il y a une baisse de la libido, parce que quand tu penses, mais il faut l'avertir, Et puis bon, il y a aussi les seins aussi qui prennent un peu de volume, voilà, et puis il y a une sécheresse vaginale qui est là, qui est là, et puis il y a une petite nervosité. C'est là où le rôle de l'homme aussi est très important pour vraiment la mettre en confiance, tout ça. Quand elle est mariée. Oui, quand elle est mariée, ou quand elle a un compagnon. Oui, mais encore faut-il que lui-même, il sache même ce qui se passe. Justement, c'est pour ça que... S'il ne sait pas ça, c'est pourquoi il est bon que la femme aille en consultation avec son mari. Tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, il va te faire soigner et puis bon, voilà, c'est toi qui es malade. Moi, je ne suis pas malade. Bon. Quand elle arrive comme ça, bon, mais malheureusement, c'est que on lui donne des consignes, mais le monsieur, il ne respecte pas ça. Est-ce que la guérison est définitive? Est-ce qu'après le retour, notamment... Oui, ça dépend de la cause. Après le retour des règles, est-ce qu'après, on n'est pas sous la hantise, sous la peur que ça s'arrête, tout ça? Non, pas du tout. Non. La guérison est totale, elle est complète. Mais j'ai dit ça dépend de la cause, ça dépend de la cause, surtout de la cause. Vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui est une femme qui est sous anticancéreux, par exemple, vous voyez, elle prend les antimusiques pendant un long cours. Vous comprenez? Dès qu'elle arrête ça, mais il y a le temps que ça doit prendre pour que les cellules puissent se reconstituer, tout ça. C'est ça prend du temps. Ça prend du temps que les règles reviennent. Mais sinon, si ce sont les dystrophies ovariennes courantes là, fonctionnelles, unilatérales ou bilatérales, bon, les choses vont pour le mieux. Voilà. Et puis je dis aux femmes que si vous avez une dystrophie ovarienne bilatérale fonctionnelle, vous pouvez tomber enceinte. Voilà. C'est possible de tomber enceinte là-dessus. Voilà. D'accord. Voilà. Avant de terminer, une femme qui a une aménorrhée primaire et qu'on la met sous traitement ou on laisse les choses venir naturellement? Non, il faut la traiter. Il faut la traiter parce que c'est une femme qui a déjà eu ses règles et les règles ne viennent plus. Non, il faut la traiter. Non, primaire, elle n'a jamais eu ses règles. Non, c'est primitive. Primitive, ouais. D'accord. Voilà, l'aménorrhée primitive, ce qu'il dit, c'est une malformation congénitale. Voilà, c'est une malformation congénitale, donc il faut pousser encore les examens pour savoir ce qui se passe. Et puis aussi, c'est une chirurgie réparatrice. Bon, il y a beaucoup de choses qui dans. Docteur, quand ça ne marche pas, est-ce qu'on peut avoir recours au psychologue? Oui, mais j'ai dit que dans le traitement, il y a la psychothérapie dans le traitement. Il faut associer le psychologue, non pas le psychologue, non, il faut que le gynécologue soit un psychologue. Voilà. Il faut qu'il puisse rassurer la patiente, la rassurer que non, mais écoute, c'est possible que tu puisses avoir tes règles. Et c'est possible même qu'elle ait ses règles, mais voilà comment il faut que vous vous comportez pour ne pas que le stress, l'anxiété, l'angoisse, tout ça là, puisse avoir un impact négatif. Ou faire du sport, voilà, décongestionner, vous comprenez. Et puis ne pas être figé sur un travail. L'anorexie mentale, par exemple, les mannequins. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit qu'on implique le mari aussi. Oui, il faut impliquer le mari là-dedans, voilà, c'est comme ça. Donc, en impliquant le mari, en faisant de la psychothérapie, tout ça, avec le traitement médical, tout rentre dans les normes, en principe. D'accord. Alors, on va récapituler, docteur. Je rappelle qu'on parlait donc aujourd'hui de la survenue tardive, de l'absence des règles chez la jeune fille. On a parlé respectivement donc de l'aménorrhée primitive, cas très rare, mais vraiment très difficile à traiter, l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Petit récapitulatif avec vous, docteur. Vous avez déjà tout dit. Ce qui est... il est bon que la jeune fille, lorsqu'elle naît, qu'on confie le bébé ou le nourrisson au pédiatre. C'est à ce bas âge-là qu'on peut déjà déterminer l'aménorrhée primitive. Vous comprenez? Savoir si les organes génitaux externes sont là, etc. etc. Et ensuite, l'aménorrhée primaire, ça se soigne. L'aménorrhée secondaire, ça se soigne. Ça dépend de la cause. Vous comprenez? Il suffit de voir l'étiologie et puis maintenant, on fait le traitement en associant évidemment la psychothérapie, en associant qu'est-ce que je veux dire, le gynécologue et le mari, voilà, ou bien le partenaire. Voilà. Ben voilà, on comprend que c'est très très important de consulter régulièrement notre gynécologue. Il est en même temps psychologue. C'est très très important pour la famille, pour la femme, pour le mari, pour la famille de façon générale. On a terminé pour aujourd'hui, Marco. Merci beaucoup, Nessie. Merci à vous, docteur. Le docteur a été cool aujourd'hui. Il ne nous a pas
C'est toujours... Merci d'être resté dans notre compagnie. C'est Matin Bonheur. Et puis, on se retrouve demain pour la finale. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef, bien sûr, Kadi Fadiga. Merci, on se retrouve, Dieu voulant, demain, toujours avec le même plaisir.